Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique avec l'excellent Fabrice Ravel. Après avoir évoqué l'ONU dans un épisode précédent, nous avons choisi de consacrer cette nouvelle séance à une autre organisation internationale que l'actualité a remis sur le devant de la scène et dont la pérennité semble grandement menacée de l'avis même de certains dirigeants politiques. Cette organisation, c'est l'OTAN. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a marqué les esprits dans un entretien récemment accordé à l'hebdomadaire britannique The Economist et où il déclare que, je cite, « l'OTAN est en état de mort cérébrale ». Et auparavant, le président américain, Donald Trump, avait déjà affirmé que l'OTAN était devenue obsolète. Nous allons donc nous interroger sur l'avenir de cette organisation en posant la question, l'OTAN est-elle une organisation condamnée à disparaître dans la deuxième décennie du XXIe siècle? Bonjour Fabrice. Bonjour Angela, bonjour à toutes et à tous. Pour comprendre l'OTAN, il est d'abord nécessaire de réexpliquer les différentes modalités inhérentes à cette organisation, c'est-à-dire à la fois ses objectifs initiaux, son organisation et parce que c'est nécessairement lié, le contexte historique dans lequel elle s'est développée et puis finalement son histoire. Et ceci est d'autant plus important que l'OTAN a été mise en place durant la guerre froide et que la situation politique actuelle est naturellement très différente de la configuration géopolitique de la fin des années 40 et du début des années 50. Vous sera-t-il donc possible de nous rappeler l'ensemble de ces modalités? Oui, alors rebonjour Angela d'abord, mais vous avez raison, ce qui est un peu compliqué quand on évoque l'OTAN en 2019, c'est que l'OTAN a été créée dans une configuration géopolitique totalement différente de celle d'aujourd'hui. On verra d'ailleurs qu'il conviendra d'essayer d'expliquer comment se fait-il que cette organisation ait perduré malgré un contexte manifestement très différent. Et c'est vrai qu'il faut en plus s'arrêter sur un certain nombre d'aspects techniques sur l'OTAN afin de bien comprendre les enjeux tels qu'ils existeraient aujourd'hui. Je vais m'efforcer d'être le plus simple possible parce que je vous prie de croire que c'est assez compliqué sur une organisation qui a 70 ans cette année, donc qui en plus a évolué et qui s'est renforcée en termes de structure et de dimension qu'on qualifiera de juridique. Alors d'abord peut-être l'aspect chronologique, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, puisque l'acronyme OTAN vient de Organisation du traité de l'Atlantique Nord, a été un traité qui a été signé par beaucoup d'États le 4 avril 1949. Et l'idée essentielle, c'était puisqu'on sentait que la guerre froide était en train de se mettre en place, pour beaucoup d'États, notamment européens et notamment de l'Europe de l'Ouest, de se réunir afin de mettre en place une force politique et une force militaire. Cette organisation a accéléré son renforcement à la fin des années 50 parce qu'on a la guerre de Corée qui est en place depuis juin et donc il y a une peur qui est en train de monter en Occident face à une potentielle menace soviétique, on va y revenir. Et là, à ce moment-là, on décide carrément de créer une organisation militaire intégrée permanente qui existe toujours aujourd'hui, et ça c'est très important à savoir parce que c'est l'une des rares, pour ne pas dire la seule organisation aujourd'hui militaire permanente, qui a d'ailleurs des contingents permanents, ça fait de l'OTAN quelque chose de très très particulier encore aujourd'hui. Enfin, pour amener des informations un petit peu complémentaires, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on a 29 États membres, ils étaient 12 à l'origine, donc on voit bien qu'il y a une très très grande progression qui s'est mise en place. Après ces 12, on a la Turquie et la Grèce qui se sont rajoutés en 1952, l'Allemagne en 1955. Alors bien sûr, c'était la République fédérale allemande, puisque je demande à nos auditeurs de se rappeler, l'Allemagne était divisée à cette époque entre la République démocratique allemande, RDA, et la République fédérale allemande, RFA. Donc la RFA a rejoint l'OTAN en 1955, puis on a l'Espagne en 1982, et ensuite, suite à la fin de la guerre froide, on a 12 autres États qui sont rentrés, puis un 29e plus récemment. Le siège de l'OTAN aujourd'hui est à Bruxelles, après avoir été à Paris jusqu'en 1966. Et l'aspect peut-être le plus important avant que d'arriver à des contingences d'ordre historique, c'est l'organisation de l'OTAN. On a un conseil qui est mis en place par l'article 9
du traité de l'Atlantique Nord. Ce Conseil est constitué par un délégué envoyé par chacun des États membres qui statue de façon permanente. Les décisions doivent être prises à l'unanimité et bien sûr, elles sont prises en concertation avec les gouvernements respectifs de chacun de ses membres. Au-delà de ce Conseil, on a une double réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères et on y reviendra certainement dans la conclusion. La réunion la plus importante est ce qu'on appelle les sommets de l'OTAN, qui ont lieu tous les 2 ans. Et on imagine bien volontiers que comme c'est les chefs d'État des pays respectifs qui sont membres de l'OTAN qui y viennent, c'est le moment privilégié pour prendre des décisions politiques fortes, pour amener des évolutions ou pour échanger, pour voir entre partenaires qu'est-ce qu'il convient de mettre en place. On y reviendra, c'est d'autant plus important que très prochainement, on va avoir un sommet les 3 et 4 décembre 2019. Donc ça, c'est pour l'organisation. Vous me permettrez, pardon, j'essaie de ne pas être trop long, de dire un dernier point sur la question historique, parce que vous avez raison de le souligner, c'est loin d'être neutre. L'OTAN a donc été créée, il faut le dire clairement, dans la perspective d'une menace dans la guerre froide, notamment d'une menace soviétique, puisque c'est vrai que l'adversaire déclaré de l'OTAN, c'est le fameux pacte de Varsovie en 1955, qui a été créé en 1955, qui regroupe l'Union soviétique et les 6 démocraties populaires, donc la RDA, à l'époque la Tchécoslovaquie qui est unie, on a la Hongrie, on a la Pologne, on a la Roumanie, on a la Bulgarie. C'est d'ailleurs un peu spécieux comme argument, car comme le montrera Hélène Carrère-Dancause dans un ouvrage très célèbre, Le Grand Frère, en réalité même les partis communistes de ces démocraties populaires ne sont pas totalement en adéquation avec la Russie, qui est quand même une puissance qu'on pourra qualifier d'occupante. Donc c'est bien la Russie qui est visée. C'est très important à rappeler aujourd'hui, parce qu'on peut comprendre que Vladimir Poutine ou la Russie de Vladimir Poutine soit un peu agacé de cette permanence de l'OTAN. On y reviendra. Un dernier point peut-être, Angela, si vous me permettez. L'OTAN n'est pas la seule organisation qui est créée à cette époque. À titre d'exemple, on évoquera l'OTAS, qui est l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, qui a été mis en place là aussi à la fin des années 40, au début des années 50, jusqu'au milieu des années 70. Et l'idée était de mettre une organisation parallèle en Asie du Sud-Est avec des pays anticommunistes pour encercler la Russie de l'époque sous son appellation l'Union soviétique. Donc on a clairement une organisation politique et militaire dont la vocation pendant la guerre froide était de regrouper le camp occidental, ce qui me permet de dire en conclusion sur cette partie qu'effectivement ce qui est un peu étonnant à la chute du mur le 9 novembre 89 et à la disparition de l'Union soviétique, dont on peut considérer que symboliquement c'est le discours de Mikhail Gorbatchev 25 décembre 91, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi une organisation dont la vocation centrale était la lutte durant la guerre froide contre l'Union soviétique s'est maintenue alors que l'adversaire manifestement a disparu, ce qui en relations internationales aurait dû de facto amener à la dissolution de l'OTAN, qui donc ne s'est pas produite, ce qui est un peu paradoxal. Justement, Fabrice, après votre remise en situation, la question qui s'impose à nous, c'est de savoir pourquoi cette alliance s'est maintenue au-delà de la guerre froide et quels en étaient les nouveaux objectifs avoués et d'ailleurs peut-être même pas tout à fait avouables. Vous avez raison de souligner objectifs avoués et peut-être pas tout à fait avouables, parce que me semble-t-il, là il y a 2 dynamiques majeures, alors qui se sont soit conjuguées, soit qui se sont alternées suivant les périodes, et qui expliquent la pérennité de l'OTAN malgré la disparition de l'Union soviétique. La première dynamique, me semble-t-il, est une dynamique plutôt avouée et positive. Ça va nous ramener à un grand élan lyrique, je crois, à la fin des années, à la fin des années 80, au début des années 90. C'est d'ailleurs des thématiques qu'on a au moins dans 2 de nos séances précédentes. Je pense notamment à une de nos thématiques appelée la fin de l'histoire évoquée. On l'a souvent réévoqué ici. C'est Francis Fukuyama avec un ouvrage La fin de l'histoire. C'est Joseph Nye avec le concept du soft power. De quoi s'agit-il, Angela ? Finalement, on se dit que la guerre froide étant terminée, les guerres sont terminées, l'histoire est terminée, on n'aura plus jamais la guerre. Donc il y a une sorte de grand élan positif où on considère que l'OTAN va être un peu, si vous me permettez cette expression, le bras armé de l'ONU, car tous les États vont partager les mêmes convictions. C'est intéressant à rappeler aujourd'hui, 20 ans plus tard, les mêmes convictions sociétales, les mêmes objectifs économiques. Il n'y aura plus que 2 ou 3 États voyous.
C'est Madame Albright, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui avait utilisé cette expression, qu'il faudra corriger ou qu'il faudra ramener à la raison. Et en fait, l'OTAN servirait de bras armé pour ramener ces États à la raison. Là, il y a deux conflits qui peuvent nous venir spontanément à l'esprit. Il y a le conflit de l'ex-Yougoslavie dans les années 90, puis il y a la première guerre en Irak en 91. Donc là, finalement, l'OTAN changeait d'objectif. C'est très important dans cette logique de continuité, parce qu'on éprouvait le besoin de rester ensemble, et on éprouvait le besoin de continuer à avoir une organisation militaire qui pourrait, le cas échéant, se faire le gendarme de la planète. C'était un peu l'expression qu'on consacrait à l'époque. Hubert Védrine, qui est ministre des Affaires étrangères en France pendant 5 ans, qui est à mon avis l'un des plus grands spécialistes ou observateurs des questions internationales, avait déjà un peu nuancé cette perspective très tôt en disant que les États-Unis étaient une hyperpuissance. Et c'était intéressant comme propos parce que ça nous amène sur une deuxième grille de lecture, Angela, qui consiste à dire, et là qui est peut-être moins avoué ou avouable, les États-Unis se sont servis de l'OTAN pour prolonger, on va dire, leur emprise sur le monde à l'époque et pour prolonger leur assise territoriale. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a les 12 anciens États de l'Est, qui étaient principalement alliés avec les Soviétiques, qui rentrent dans l'OTAN, ce qui va contribuer d'ailleurs à beaucoup agacer les Russes. Et on a là une démarche dans laquelle il y a une hégémonie américaine, le terme était un peu forte, qui est utilisée à travers l'OTAN, ou qui plutôt utilise l'OTAN pour se manifester. Il y a un ouvrage qui me paraît très très important, qui a été écrit par Zbigniew Brzezinski, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères de Jimmy Carter entre 1976 et 1980, qui a été considéré comme l'un des plus grands conseillers sur les questions internationales aux États-Unis. Or, dans son livre « Le Grand Échiquier », et c'est très intéressant, si vous me permettez, le sous-titre du livre, car le sous-titre du livre, c'est les États-Unis et le reste du monde. C'est une sorte d'aveu incroyable. C'est-à-dire, en gros, il y a les Américains, et puis nous, on décide de façon unilatérale, et les autres nous suivent quelque part. Donc là, il y a quand même une démarche américaine, toute puissante, omniprésente, presque unilatérale, qui est moins avouée, et qui aura des proportions jusque dans la situation ukrainienne. C'est ça qui est intéressant, où les Américains, à un moment, envisagent de détacher des anciennes républiques soviétiques, on pense aux pays baltes, on pense à la Biélorussie, mais on pense surtout à l'Ukraine, afin de faire davantage reculer les Russes. Donc ça aussi, ça explique le maintien de l'OTAN, parce que là, on voit bien qu'il y a une idée ou une arrière-pensée moins avouée, mais qui consisterait à dire l'OTAN est un vocable qui nous permet de maintenir une hégémonie américaine dans le monde. Ça, c'est clair. Donc, ce qu'on comprend de vos propos, Fabrice, c'est que l'OTAN est une organisation qui s'est muée et dont on pourrait dire que, sans que nos propos puissent paraître trop polémiques, que les États-Unis y ont accru leur démarche tutélaire. Mais en corollaire, on pourrait également avancer que les pays européens se sont appuyés sur les États-Unis pour assurer leur propre sécurité, ce qui leur est d'ailleurs reproché de la part des États-Unis. Donc on pourrait déceler ici une première source de friction qui aurait pour origine une évolution majeure des États-Unis et de leur vision de ce que devrait être leur rôle dans les relations internationales. Oui, ça c'est un élément qui me paraît fondamental quand on aborde l'OTAN, et je trouve qu'il n'est pas assez évoqué par les observateurs aujourd'hui. Les observateurs évoquent beaucoup les différences de point de vue entre les États, ça c'est une question sur laquelle je crois qu'on va revenir par la suite, mais ils oublient que l'une des problématiques, ou l'un des problèmes sur notre problématique, plutôt, c'est que les États-Unis ont quand même évolué dans leur perception du monde et dans leur perception du rôle qu'ils devraient amener de leur propre point de vue dans le monde. Ça, je pense que c'est pas assez mis en avant. Or là, à mon sens, il y a au moins 3 étapes ou 3 stades et qui sont très différents et qui expliquent qu'effectivement, il y a des frictions parce que suivant l'importance que les États-Unis vont se donner dans les relations internationales, on voit bien qu'ils vont donner une importance un peu parallèle à l'OTAN ou pas. La première phase, et là on va retrouver notre grille, la grille des relations internationales, c'est-à-dire une grille un peu, comment dire, j'allais presque dire lyrique, dès la fin des années 80, début des années 90, où là évidemment on est dans une perspective d'intervention, on va y venir presque du droit d'ingérence, c'est comme ça qu'on a appelé ça. Et puis après des étapes qui sont un peu plus confuses. Alors la première étape, c'est clairement les années 90, avec 2 conflits témoins qu'on a évoqués, qui sont la Yougoslavie et la première guerre en Irak.
durant laquelle, effectivement, on a aussi l'épisode de la Somalie d'ailleurs, qui s'inscrirait, même si ça a été un épisode beaucoup plus difficile pour les Américains et pour l'armée américaine en particulier, mais on a clairement une situation interventionniste, mais plutôt, paradoxalement, pour des questions humanistes, de droits de l'homme, ou de droits d'ingérence, c'est-à-dire qu'on considérait que quand il y avait une catastrophe humanitaire, qu'elle soit due d'ailleurs à des tremblements de terre, les Américains sont intervenus à Haïti, qu'elle soit due à des famines ou qu'elle soit due à des guerres civiles comme en l'ex-Yougoslavie, on intervient parce qu'on considère qu'on a une autorité qui dépasserait même d'ailleurs des logiques de droit internationaux, c'est très important ça, c'est presque du droit positif, on a une autorité qui nous amène à transcender et à apporter la paix, donc c'est quand même une vision qui est très lyrique, pour ne pas dire très poétique. Ça, ce serait le premier stade. En gros, on peut considérer que ce serait des années 90 jusqu'au 11 septembre 2001, parce que là, évidemment, le 11 septembre 2001, c'est plus une date d'ailleurs symbolique, parce qu'il y a une transition qui ne se fait pas sur une journée ou 24 heures naturellement, mais on a un glissement qui se fait bien sûr face à ce qu'on appellera globalement le terrorisme ou à des États récalcitrants. Et donc là, on a une démarche américaine qui est beaucoup plus unilatérale, justement, c'est ce qu'on a été amené à dire. Et le deuxième conflit irakien est vraiment symptomatique de ça, puisque en mars 2003, les Américains peinent énormément à convaincre leurs alliés à les accompagner. On sait bien toute la polémique qu'il va y avoir justement avec le président Chirac. Les Américains ont du mal à faire en sorte que l'ONU soit totalement en adéquation. Donc c'est beaucoup plus une démarche volontariste, unilatéraliste, dans laquelle les Américains, globalement, s'il fallait circonscrire la période 2001, fin 2008, début 2009, avec la présidence de Barack Obama à y venir, là il y a clairement une période où les Américains cherchent à étendre leur hégémonie, pas forcément pour des questions d'impérialisme, mais parce qu'ils considèrent qu'ils sont la puissance la plus importante et que même si les autres ne les accompagnent pas, ils décident d'un certain nombre d'actions clairement unilatérales. Voilà. C'est presque pas America's First, c'est America's Alone, si vous me permettez cette boutade. Ensuite, il y a une troisième étape, et là, c'est très intéressant parce que je pense que souvent, on l'a fait commencer avec Donald Trump. J'ai le sentiment que c'est une erreur. Elle a commencé déjà avec Barack Obama. Cette troisième étape, c'est une étape où les Américains se mettent plutôt en retrait ou en recul, parce que, pour des raisons financières, ça aussi, c'est des arguments sur lesquels on est venu sur des séances précédentes en disant que les Américains commencent à être interpellés par le coût des opérations militaires. On avait cité les ouvrages de Bob Woodward, à la fois Obama's War et puis Fear avec Trump, où on voit bien que les questions financières sont en train de plus en plus obséder les Américains. Donc il y a une situation de retrait. Retrait très important de l'Afghanistan, non-intervention en Syrie, retrait de l'Irak, non-perpétuation de l'aide, ça c'est très actuel, aux Kurdes. Et donc en fait, on aurait une troisième phase dans laquelle d'ailleurs on peut se demander jusqu'où va-t-elle aller, parce que là on est en cours, et les Américains vont-ils être tentés de revenir à une doctrine Monroe, dont on sait bien qu'elle avait été mise en place par James Monroe en 1823, 5e président des États-Unis, et qui est plutôt ramener les États-Unis à une sorte de neutralité, voire d'isolationnisme. Et là on voit bien que l'OTAN est forcément prisonnière de ces grilles de lecture américaines. Parce que suivant que les Américains souhaitent intervenir de façon collégiale, ou plutôt unilatérale, ou plutôt ne pas intervenir, finalement, l'organisation de l'OTAN va en pâtir, ce qui nous amène bien sûr à cette question, l'OTAN va-t-elle se perpétuer sur la deuxième décennie du XXIe siècle ? Un autre facteur, Fabrice, de fragilisation de l'OTAN concerne l'évolution des rapports dans les relations entre les États membres et qui amène des tensions entre ceux-ci. Manifestement, il y a un désaccord prononcé entre la Turquie, les États-Unis et les autres partenaires de l'OTAN quant à l'attitude adoptée dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, et notamment en Syrie. Mais au-delà de cette dissonance, il est vrai, majeure, il y a également des frictions entre les pays européens qui sont dues pour une large part, évidemment, à leur situation géographique disparate, qui amènent des perceptions de menaces aussi différentes, qui, elles, sont nourries et renforcées par des histoires nationales tout aussi particulières. Quels seraient, Fabrice, les regroupements, les groupes de pays européens que l'on pourrait distinguer à travers la grille de lecture de l'OTAN? Cette question-là me paraît très importante parce qu'au-delà de l'hésitation ou des évolutions que les États-Unis ont dans le monde, ce qui influence
la pérennité ou pas de l'OTAN, on a effectivement, de façon croissante, des logiques centrifuges qui n'existaient pas. Donc, d'ailleurs, on sera amené à s'interroger finalement sur l'OTAN a-t-elle une capacité à la synergie encore aujourd'hui? Parce que, en fait, parce que la menace de l'Union soviétique a disparu, on sait bien que c'est une boutade assez célèbre en géopolitique, c'est la communauté des peurs, Angela, qui fait les meilleures alliances. Mais une fois que la peur a disparu, finalement, on finit par ne plus voir que nos différences et pas voir ce qui nous rassemblait. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de logiques qui sont donc centrifuges. Vous avez raison d'ailleurs de souligner, c'est très intéressant, que déjà, il y a les logiques du positionnement géographique. Une phrase de Napoléon est assez belle de ce point de vue-là. La politique d'un État réside dans sa géographie. Ça, on l'oublie beaucoup trop souvent. C'est de la géostratégie ou de la géopolitique. Or là, il y a manifestement deux groupes. Et c'est aujourd'hui qu'on le ressent le plus. Il y a plutôt un groupe de pays occidentaux. Et là, il y a une combinaison, si vous me permettez, à la fois de géographie et d'histoire. Parce que les pays les plus occidentaux, alors les plus occidentaux en Occident, on verrait évidemment le Royaume-Uni, la France, mais qui ont aussi une histoire coloniale ou qui les amène au continent africain. On voit bien que si on y rajoute l'Espagne, le Portugal et l'Italie, cette frange de l'Europe est très concernée par ce qui se passe sur le continent africain, par l'essor démographique sur le continent africain et par les logiques migratoires qui lient ce continent africain. Donc c'est plutôt ça l'axe de réflexion. Ça, ce n'est pas l'axe de réflexion prioritaire, je vous prie de le croire, ni des trois pays baltes, ni de la Pologne, ni de la Roumanie ou la Bulgarie, qui sont plutôt inquiètes, à tort ou à raison, d'un regain de nationalisme russe, a fortiori avec la présence maintenant de Vladimir Poutine au XXIe siècle. Donc là, on a déjà deux grilles de lecture qui sont très différentes, et c'est très important parce que je me souviens que Jacques Chirac, le président français, s'était très ému du fait que les Polonais avaient préféré acquérir des avions américains que des avions français. Mais en fait, ça s'explique si on se rappelle que la grande préoccupation des Polonais, c'est la menace russe, qui est vraiment très très proche, beaucoup plus que pour les Français. Et donc, pour essayer de confirmer ou de sceller un destin ou une alliance avec les États-Unis, on préfère, quand on est Polonais, acquérir du matériel américain. Donc là, déjà, on a une première grille de lecture qui serait vraiment, effectivement, conditionnée par le positionnement géographique. Mais après, si vous me permettez, il y a trois pays qu'il faut particulièrement mettre en avant. Alors évidemment, et on pourrait faire ça sur beaucoup plus d'autres pays, puisqu'il y a 29 membres, et puis il faudrait beaucoup s'étendre sur la question, donc on voudra bien m'autoriser à le faire de façon relativement synthétique. Mais il y a trois pays, me semble-t-il, là qui sont sur des grilles de lecture qui sont assez dissonantes. Il y a la France, il y a l'Allemagne, et il y a la Turquie. Alors la France, les rapports de la France à l'OTAN, c'est un grand classique. C'est d'une complexité, d'une évolution, d'une difficulté, pour rester pudique, qu'on qualifiera d'historique dès le départ. Car les Français ont été paradoxalement ceux qui ont été les plus enjoués en faveur de la création de l'OTAN, même s'ils ont été assez désabusés assez rapidement, parce qu'il n'y a pas eu de solidarité avec la France, loin s'en faut, dans les conflits en Indochine ou dans le conflit en Algérie. Donc il y a une certaine amertume déjà qui s'est construite à ce moment-là. Et puis on sait bien qu'avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, le général de Gaulle a décidé de quitter le commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire que la France restait dans l'OTAN, mais la France demandait aux troupes étrangères, notamment américaines, de partir, ce qui explique que le siège de l'OTAN d'ailleurs est passé à Paris. C'était assez intéressant d'ailleurs là où est l'université Dauphine aujourd'hui, pour aller à Bruxelles. Et puis, il a décidé que la France devait totalement maîtriser ses armes nucléaires. Donc, on a une situation très particulière. La France a réintégré l'OTAN, le commandement intégré de l'OTAN en 2009 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais on a toujours un rapport un peu particulier. On voit bien que la France tient à quand même avoir une autonomie décisionnelle. Et d'ailleurs, les récents propos d'Emmanuel Macron ne font que conforter cette perception. Face à ça, on a le positionnement de l'Allemagne, qui est là relativement clair. Les Allemands ne veulent plus s'intéresser à la géopolitique, pour des raisons historiques et politiques qui sont évidemment très faciles à comprendre. D'ailleurs, la personne qui a réagi de la façon la plus véhémente face au discours d'Emmanuel Macron que vous évoquiez dans vos propos initiaux, c'est Angela Merkel, qui vraiment, contrairement à d'habitude, c'est alignée de façon assez véhémente contre les propos de Macron, car pour les Allemands, c'est clair,
l'alliance avec les États-Unis d'Amérique au sein de l'OTAN, c'est un point cardinal, non discutable. Ça sera intéressant dans les logiques qui sont liées aux questions européennes. De toute façon, pour l'Allemagne, il n'est pas question de se reposer des questions qui seraient liées à la puissance militaire, pour des raisons historiques, encore une fois, qui sont évidentes. Et puis après, il y a la Turquie. Car la Turquie, comme on l'a évoqué, a intégré très rapidement l'OTAN en 1952. Seulement à l'époque, c'était la Turquie qui descendait politiquement de Mustafa Kemal, qui voulait se rapprocher de l'Occident, et qui était particulièrement importante dans le cadre de l'OTAN, parce qu'elle permettait d'encercler l'Union soviétique sur son flanc sud, et donc elle était d'une importance capitale. Aujourd'hui, avec Erdogan, on est dans une grille de lecture qui est totalement différente, qui se sépare considérablement quand même des États européens, il faut le dire clairement, et dont les logiques, au Proche et au Moyen-Orient et notamment en Syrie, ne correspondent pas du tout aux aspirations des Européens. Donc là, on a une multitude de grilles de lecture qui, c'est vrai, posent la question de la pérennité de l'OTAN, telle qu'on l'évoque d'ailleurs dans le début de nos propos, et dont on voit bien que de par la disparition de la menace initiale d'une part, de par l'évolution des États-Unis d'autre part, et de par un positionnement différent des États qui la composent enfin, est en situation de difficulté croissante à l'heure actuelle. Et finalement, Fabrice, est-ce qu'il vous serait possible de dégager quels seraient, selon vous, les enjeux géopolitiques majeurs mis en évidence par cette crise de l'OTAN? Finalement, c'est bien que vous posiez cette dernière question. Ça va nous amener à faire une synthèse, puisque les enjeux majeurs que pose la crise de l'OTAN sont au nombre de 4. D'ailleurs, on ne manquera pas de remarquer qu'on les retrouve à travers nos propos précédents, puisqu'ils vont être la résultante de nos propos précédents. La première question que doit se poser l'OTAN, c'est aujourd'hui, finalement, est-ce que l'OTAN est capable de désigner un adversaire majeur, une puissance? Alors évidemment, c'est très gênant, parce que dire clairement à quelqu'un « vous êtes notre adversaire déclaré », on voit bien qu'en termes de géopolitique, c'est quelque chose de compliqué à assumer, mais c'est ce qui avait été fait en 1949, et c'est ce qui, encore une fois, permet de faire un ciment en termes d'alliance militaire. Et là, on voit bien, surtout quand on voit les discours de Donald Trump et l'attitude des États-Unis, que la Chine ne pourrait être que cette menace globale. Le terrorisme, c'est quelque chose de beaucoup trop diffus pour pouvoir être perçu de façon globale, avec en plus des logiques géographiques qui seraient différentes et des logiques politiques qui seraient différentes. Donc l'OTAN va-t-elle se transformer en une alliance politique et militaire, notamment avec les rivalités qu'il y a dans le Pacifique, face à la Chine? C'est loin d'être évident, et en tout cas, si ce n'est pas la Chine, il y a une puissance qui devrait être visée, ou des logiques qui devraient être visées. Le deuxième point, et tous ces aspects vont être corollaires, c'est qu'en est-il d'une défense européenne? Car si l'OTAN rentre en déliquescence, ça veut dire que les États européens se retrouvent seuls. Donc les États européens vont-ils remettre en avant l'idée d'une défense européenne commune, ou pas? Et si oui, avec quelle logique combinée ou conjuguée avec l'OTAN? Cette question est d'autant plus importante, Angela, qu'elle est forcément liée à une troisième question. Quelle va être l'attitude future des États-Unis dans les relations internationales? Les États-Unis vont-ils continuer à être très prégnants dans les relations internationales, ou vont-ils continuer le mouvement de retrait initié par Barack Obama, confirmé, pérennisé, amplifié par Donald Trump? Et on voit bien que là, il y a un corollaire très puissant entre l'attitude des États-Unis et la création hypothétique d'une armée européenne. Et enfin, dans la continuité de ces trois questions, quid de l'alliance ou pas, ou du partenariat, tel que d'ailleurs Emmanuel Macron est en train de le mettre en place, avec la Russie. Car si l'OTAN évolue, me semble-t-il, l'OTAN ne peut plus continuer à avoir la Russie comme unique point de focalisation, c'est bien le terme, surtout si on était amené à remettre en perspective d'autres objectifs. Donc les 4 questions, c'est y aurait-il un adversaire déclaré, déclarable d'ailleurs, y aurait-il la construction d'une future armée européenne? Qu'en est-il de la présence américaine dans les relations internationales et du partenariat avec Vladimir Poutine? Toutes ces questions-là, Angela, j'ai le sentiment que c'est des questions qui vont beaucoup être dans les esprits du futur sommet de l'OTAN qui aura donc lieu le 3 et le 4 décembre prochain 2019 à Londres. Et je ne suis pas totalement convaincu qu'on aura les réponses, mais c'est des questions qui vont forcément être soulevées par tous les chefs d'État qui vont être présents. Fabrice, je propose à nos étudiants d'observer quelles seront les évolutions de l'OTAN à l'avenir. Merci beaucoup pour vos perspectives éclairantes. Merci beaucoup à vous, Angela. Et merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique.